Issue d'une famille bourgeoise française, elle est pionnière dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Olympe de Gouges va défendre cette idée durant une grande partie de sa vie et ira jusqu'à rédiger sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, restée tristement dans l'oubli. Militante et féministe, ses idées avant-gardistes seront autant le ciment pour les générations futures que le socle de son tombeau. C'est le portrait d'une femme d'exception, militante pour les droits des femmes en pleine révolution française, que nous allons faire aujourd'hui dans Histofem. Marie Gouze est la fille de Pierre Gouze, un maître boucher, et d'Anne-Olympe Mouisset, issue d'une petite bourgeoisie. Cependant, vous avez une rumeur qui est persistante et qu'Olympe de Gouges va elle-même entretenir plus tard, qui affirme qu'elle serait en réalité la fille illégitime de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un poète et académicien, ce qui aurait influencé son goût pour les lettres. Contrairement aux jeunes filles de la noblesse, Marie Gouze ne reçoit qu'une éducation rudimentaire, sachant lire et écrire, mais n'ayant pas d'accès aux études classiques. Cependant, elle développe très tôt un goût pour la lecture, le théâtre et les idées nouvelles qui circulent à la veille de la Révolution française. À 17 ans, elle est mariée contre son gré à Louis-Yves Aubry, un homme plus âgé et peu fortuné. Après la mort de son mari peu de temps après, plusieurs hommes tentèrent de la courtiser et de lui proposer un second mariage, mais elle refusa systématiquement. Elle affirmait que se remarier serait une forme d'esclavage, une idée qu'elle développera plus tard dans ses écrits sur la condition des femmes. Cette volonté farouche d'indépendance, qui est née dès son plus jeune âge, va la pousser plus tard à s'affirmer en tant que femme libre et engagée dans les combats féministes et abolitionnistes. À seulement 18 ans, Marie Gouze devient une veuve après la mort de son mari, Louis-Yves Aubry. Plutôt que de suivre le chemin traditionnel d'un remariage, elle fait donc le choix audacieux, pour l'époque, et décide de rester indépendante et de se forger une nouvelle identité. Dès les années 1770, elle quitte alors Montauban pour s'installer à Paris avec son fils, Pierre. Ce changement de vie marque un réel tournant dans sa vie. Elle se rebaptise Olympe de Gouges, un nom qu'elle s'invente, à la fois pour s'éloigner de son passé provincial et pour s'affirmer dans son désir d'ascension sociale. À Paris, Olympe fréquente les salons littéraires et philosophiques où se rencontrent les écrivains, artistes et intellectuels influencés par les Lumières. Bien qu'elle ait reçu une éducation limitée, elle se passionne pour les idées nouvelles et développe une véritable ambition artistique et politique. Elle commence à écrire des pièces de théâtre, inspirées par les inégalités sociales qu'elle observe, et son œuvre Zamor et Mirza ou L'heureux naufrage, écrit en 1784, qui dénonce ainsi l'esclavage, sera refusée par la Comédie Française avant d'être jouée en 1789, et faisant d'elle donc l'une des premières dramaturges abolitionnistes. Le mariage inattendu du Chérubin, qui est sorti en 1786, s'attaque au mariage forcé et prône le libre choix des femmes en amour. Une autre de ses pièces, qui est nommée Molière chez Ninon, qui sortira en 1788, met en scène des discussions philosophiques sur les conditions féminines et l'injustice sociale. Malgré son talent, Olympe se heurte au conservatisme de l'époque. La Comédie Française, qui domine le théâtre officiel, freine la diffusion de ses pièces, jugées trop provocatrices. Elle doit lutter pour faire entendre sa voix, ce qui renforce donc sa détermination. Cependant, elle se fait aussi remarquer par son franc-parler et son refus des conventions sociales. Contrairement à la majorité des femmes de son époque, elle refuse son droit à la parole, à l'écriture et à l'engagement politique, anticipant déjà les idées féministes qu'elle développera pleinement pendant la Révolution. Ainsi, la période qui suit la mort de son mari est celle de la transformation. De jeune veuve provinciale, elle devient ainsi une femme libre, écrivain engagée et future militante révolutionnaire. En fréquentant les salons littéraires, elle découvre et s'imprègne des idées des philosophes des Lumières comme Rousseau, Voltaire, Condorcet. Elle partage leur vision d'une société plus juste, fondée sur l'égalité des droits et la liberté d'expression. Olympe de Gouges ne se contente pas non plus des théories. Elle veut que les femmes et les populations opprimées, notamment les esclaves, aient une place dans les transformations sociales en cours. Si bien qu'à l'approche de la Révolution française, donc en 1789, Olympe commence à publier des pamphlets sur les grands débats de l'époque.
Elle défend ainsi l'abolition de l'esclavage, rejoignant la cause des abolitionnistes menée par l'abbé Grégoire et la Société des Amis des Noirs. Elle critique également l'exclusion des femmes de la vie politique et revendique leur droit à la citoyenneté. Son engagement prend de l'ampleur avec la Révolution. Au lieu de rester spectatrice, elle s'impose comme une voix féministe et républicaine, rédigeant des textes audacieux comme Les Remarques des Patriotes, publié en 1789, ou encore Le bonheur primitif de l'homme en 1790, où elle imagine une société plus égalitaire. En 1791, en pleine Révolution française, Olympe rédige un texte fondateur du féminisme, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce document est une réponse directe à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui avait affirmé des principes de liberté et d'égalité, mais uniquement pour les hommes. Les femmes, bien qu'ayant participé activement à la Révolution, comme lors de la marche sur Versailles en octobre 89, restent exclues de la citoyenneté. Elles n'ont pas le droit de vote, ni d'être élues, et leur rôle dans la société est toujours limité à celui d'épouse et de mère. Olympe, déjà engagée dans les luttes pour l'égalité et l'abolition de l'esclavage, décide alors de rédiger un texte révolutionnaire pour revendiquer l'égalité des sexes. Elle s'inspire directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en réécrivant chaque article pour y inclure explicitement les femmes. Son objectif est clair, dénoncer l'hypocrisie des révolutionnaires et affirmer que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Dès le préambule, elle accuse la société d'avoir maintenu les femmes dans l'infériorité et proclame ainsi « Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. » Elle enchaîne ensuite avec 17 articles où elle défend l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Article 1, la femme naît libre et demeure égale à l'homme et en droit. Le droit de vote et à la participation politique des femmes. L'accès des femmes aux mêmes emplois et responsabilités que les hommes. L'égalité dans le mariage et le droit du divorce. Le droit des femmes à disposer de leur propre corps et à la reconnaissance des enfants nés hors mariage. Elle conclut par une postface où elle interpelle directement les hommes et leur demande « Homme, es-tu capable d'être juste ? Une femme te pose cette question. » Lorsqu'Olympe de Gouges publie sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, elle se heurte à une triple opposition, sociale, politique et culturelle. Ses idées sont jugées trop radicales et elle est moquée, considérée comme une femme trop ambitieuse et incontrôlable. Malgré la portée révolutionnaire de ses idées, ce texte est ignoré, moqué et rejeté par la majorité des hommes au pouvoir. À la fin du XVIIIe siècle, la société française repose sur une hiérarchie stricte où les femmes sont subordonnées aux hommes. Même après l'abolition des privilèges de l'Ancien Régime, l'idée d'égalité entre les sexes est impensable pour la plupart des révolutionnaires, pourtant partisans de la liberté et de l'égalité. Les femmes sont donc exclues de la sphère publique, elles ne peuvent ni voter, ni être élues, ni occuper des fonctions officielles. Elles sont cantonnées à leur rôle traditionnel d'épouse et de mère. Les philosophes des Lumières eux-mêmes restent sexistes, même Rousseau, qui prône la liberté et l'éducation et qui considère que les femmes doivent rester soumises aux hommes, une pensée qu'on peut retrouver dans un de ses traités d'éducation intitulé Émile ou de l'éducation, publié en 1762. Les députés de l'Assemblée nationale considèrent que la citoyenneté est réservée aux hommes. Pour eux, accorder des droits politiques aux femmes menacerait l'ordre social. Même les révolutionnaires les plus progressistes restent hostiles à l'égalité des sexes. Condorcet est l'un des rares à défendre le droit de vote des femmes, mais il est une exception dans la masse. À partir de 1792, la révolution devient de plus en plus violente. Deux camps vont s'opposer. D'un côté, les montagnards, avec notamment les jacobins, dirigés par Robespierre, qui eux veulent une révolution qui soit républicaine, centralisée et radicale. Et de l'autre, les girondins, qui sont généralement plus modérés et qui prônent une république décentralisée et s'opposent à la terreur, la fameuse politique qui va mener à l'échafaud des dizaines de milliers de personnes.
Olympe de Gouges se range du côté des Girondins, défendant une démocratie moins violente et une participation plus large des citoyens, y compris les femmes. Elle critique ouvertement les excès des Jacobins et provoque directement les hommes au pouvoir. Son style, qui est parfois ironique et provocateur, dérange une société où une femme qui ose contredire les hommes est perçue comme hystérique ou prétentieuse. Elle ne respecte pas les normes de discrétion attendues par des femmes. Elle débat, publie, elle défie ouvertement les révolutionnaires. Et ça, c'est insupportable pour les hommes au pouvoir. Le texte qui va précipiter son arrestation est une affiche qu'elle publie en mai 1793 intitulée « Les trois urnes ou le salut de la patrie par un voyageur aérien ». Dans ce pamphlet, elle propose un référendum où le peuple choisirait entre trois formes de gouvernement. Le premier serait une république unitaire et centralisée, qui est globalement le modèle jacobin, une république fédéraliste et décentralisée, le modèle girondin, et une monarchie constitutionnelle, comme en Angleterre. Ce texte est perçu comme une trahison par les jacobins, qui considèrent qu'elle défend la cause des royalistes et des contre-révolutionnaires. Dans un climat de paranoïa où toute opposition est vue comme une menace, Olympe devient une cible facile. Après la publication de son pamphlet, Olympe est arrêtée le 20 juillet 1793 et emprisonnée à la conciergerie qui était la prison des condamnés à mort. Elle tente de se défendre seule, rédigeant des lettres où elle revendique sa liberté d'expression. Elle écrit même une déclaration manuscrite affirmant qu'elle est enceinte, pensant que cela pourrait retarder son exécution, mais cela ne sera même pas pris en compte. Son procès est expéditif. Elle est accusée de s'être opposée au gouvernement républicain et surtout d'avoir défendu les Girondins, qui ont été éliminés par Robespierre et ses partisans. Le 3 novembre 1793, celle qui avait écrit « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune » est condamnée à mort et exécutée sur la place de la Révolution, aujourd'hui appelée place de la Concorde, quelques jours seulement après l'exécution de Marie-Antoinette. Selon les témoins, elle monte à l'échafaud avec dignité, consciente qu'elle meurt pour ses idées. Après son exécution, un journal révolutionnaire écrit avec mépris « Elle a voulu être un homme d'État, elle meurt comme un homme d'État ». Et finalement, cette phrase résume plutôt bien l'attitude des Jacobins envers elle, une femme qui a osé défier le pouvoir et qui n'a pas sa place dans la Révolution. Après sa mort, Olympe de Gouges tombe dans l'oubli, considérée comme une folle ambitieuse par ses contemporains. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'essor du féminisme, qu'elle est redécouverte et reconnue enfin comme une pionnière des droits des femmes et de la liberté d'expression. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce dernier, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Histofem.